savoir ce que l'on met sous le mot de santé. Alors, il y a l'OMS qui a associé la santé non plus à l'état de maladie ou pas de maladie, mais à un état donc de bien-être qui implique tout un tas d'éléments, de contexte, voilà, qui fait que, bon, voilà, donc qui fait que la santé est liée à beaucoup de conditions qui viennent de l'environnement, du fait d'avoir ou non un travail, du fait aussi de la pollution, enfin un tas de choses auxquelles on ne pensait pas auparavant. Voilà. Alors, le yoga a plusieurs vertus, beaucoup de vertus du point de vue de la santé, qui sont, alors, du point de vue physiologique, par exemple, il permet d'apprendre à respirer de façon plus profonde, plus réfléchie, plus contrôlée. Et donc, il a de ce point de vue des effets physiologiques importants, puisque à travers la respiration, c'est l'oxygénation de notre corps qui intervient. Donc, par ce biais-là, le yoga améliore l'oxygénation du sang, du corps tout entier, donc un effet très important de ce point de vue. Il a aussi un effet donc à travers le travail des étirements, du point de vue musculaire, hein, pour entretenir la souplesse musculaire. Il a encore un effet, alors là on arrive aux effets plus cérébraux. Il y a un travail aussi sur l'équilibre dans le yoga. Donc là, c'est quelque chose qui apporte donc du point de vue de la perception de l'environnement, de l'ajustement de son corps dans l'environnement. Et il a aussi, donc là on n'est pas encore dans la tranquillité, donc la tranquillité on y arrive par les exercices de décontraction et de méditation. Bon là jusqu'à présent j'ai parlé du Hatha Yoga qui est le yoga physique, donc on arrive aussi à des formes de yoga méditatif. Qui sont un apport de sérénité par le détachement qu'il permet de par tous les bruits, hein, ce qu'on peut appeler bruit là, de l'environnement, en permettant donc une concentration sur soi, sur ses perceptions, y compris dans les exercices physiques, la perception de son corps. Et aussi, donc, on peut, à travers des images mentales, à travers carrément l'évacuation des images, on peut travailler aussi de ce point de vue-là. Et donc, trouver plus qu'une tranquillité, trouver donc une sérénité. Mais c'est, de mon point de vue, un exercice assez particulier dans notre contexte social qui exige donc tout autre chose de nous. Donc là, il y a une gestion de la part de l'individu qui va regarder chaque individu dans son rapport donc avec l'exigence du monde qui est, ben, comme on le disait tout à l'heure, avec le psychanalyste qui s'appelle Daniel Siboni. On vit dans un monde qui exige de nous du faire tout le temps, de l'agir. Et bon, alors le yoga peut, comme d'autres pratiques d'ailleurs, hein, peut être des temps de s'extraire momentanément de ce monde de l'agir. Voilà, donc il peut effectivement apporter un repos mental de cette manière-là. Voilà. Ça, c'est une question, j'ai envie de dire, qui va regarder chacun, je crois. Et bon, parce qu'en plus, bon, il n'y a pas que le yoga, il y a tout un tas de manières de se donner ces temps de break. Hein, il y a aussi une expression à la mode qui est lâcher prise. Bon. Je crois pas qu'on puisse, tant qu'on est actif, bon, avec les exigences professionnelles, les enfants, etc.,
On ne peut pas lâcher prise définitivement, j'ai envie de dire. Hein. On peut se donner des temps pour lâcher prise. Alors pour certains, ça va être une pratique sportive. Pour d'autres, ça va être, je le lisais dans un livre, allumer une cigarette. Et c'est amusant parce que ce livre apportait une observation faite par Yannick Noah, qui pratique lui aussi, c'est un livre sur le jeûne là auquel je fais référence, et donc qui pratique le jeûne et aussi des exercices de respiration. Et il disait que allumer une cigarette, les gens ils trouvent, qui fument, les fumeurs ils disent que ça les détend. Mais Noah dit, mais en fait ce qui les détend, c'est l'inspiration et l'expiration que représente la bouffée de cigarette. Ils n'en sont pas conscients, mais en fait c'est de ça dont ils ont besoin. Donc on revient encore à l'exercice respiratoire. Et n'importe quel sport donne cette faculté d'amplifier sa respiration, de s'oxygéner. Il est connu que l'oxygène, là, du point de vue chimique, O2, est un euphorisant. Ouais, c'est une de ses qualités connues et reconnues. Et le fait de vivre de façon, j'ai envie de dire, avec une cage thoracique fermée, parce que voilà, ce que demande le travail de bureau, que nous demande la société et tout, ne nous permet pas de respirer de façon ample suffisamment. N'importe quel sport peut l'apporter. Donc le dosage, il va être peut-être pour certains sa demi-heure de footing quotidien, pour d'autres ils vont préférer faire un entraînement intensif une fois par semaine et le match le dimanche. Ça c'est l'affaire de chacun. Hein, et la méditation peut être choisie par d'autres, ça c'est... Voilà, c'est un dosage. Par contre, se réserver ces temps d'attention pour soi-même, j'ai envie de dire en profondeur et pas seulement dans la superficialité qui est souvent ce qu'exige de nous justement notre fonctionnement social, hein, dans les apparences, je crois que c'est très important. Il y a des techniques pour voir, c'est une perception. Hein, c'est un sens, et à partir du moment où ce sens, on y devient attentif, ça devient une perception. Ce que tu condenses dans le mot voir, le yoga apprend à percevoir. Tu vois que dans percevoir, il y a voir aussi. Donc le yoga apprend à percevoir ce qui se passe dans son corps. Et là, en fait, par cette question-là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la première relation à la mer. Je pense pour ma part que c'est un problème social, nous sommes en difficulté socialement, avec notre propre corps et avec le temps accordé en profondeur, comme je disais, à être attentif à nous-mêmes dans notre corps, parce que bien souvent, c'est triste de le dire, mais c'est comme ça, on a eu affaire à des mères pressées qui n'ont pas elles-mêmes pris le temps de nous toucher, de nous parler, de nous envelopper. Ça, c'est un mot de la psychanalyse, hein, l'enveloppement, de la façon qui nous aurait permis nous-mêmes d'être bien, de prendre le temps d'être bien dans notre corps. Et ça, c'est un phénomène propre à notre société. Quand on compare avec les comportements des mères dans des sociétés plus traditionnelles, comme on dit, elles ont du temps. Elles ne partent pas au boulot pour 8h30 le matin. Et elles accordent tout le temps à leur enfant nouveau-né. Hein, ça, c'est quelque chose qui se tisse dans la toute première relation. Elles lui accordent toujours le temps. Moi, j'ajoute qu'il lui est nécessaire. Oui, je pense que c'est un temps nécessaire quand on sort de l'utérus, et de cette chaleur, de cette tenue, de tout ce qui est l'enveloppement utérin. On débarque là et chez nous, on est très brutalement projeté dans un contexte
qui va être celui finalement de la rapidité. Bon, alors le soin est donné, le soin physique, mais l'affectif qui passe par le physique aussi. Ça, dans notre société, on l'a complètement évacué. Et je pense pour ma part que c'est quelque chose qui laisse des traces, bien entendu, chez tous les adultes que nous sommes, du point de vue qu'il manque quelque chose. Hein. Et pour revenir au travail que j'avais fait sur la télévision, donc il y a un autre psychanalyste qui est Serge Tisseron, qui a analysé donc une des fascinations et un des attraits que l'on peut avoir pour l'image, du fait que l'image, et la télé en particulier, a cette fonction d'enveloppement. Et on a peut-être tous besoin de compenser cette projection trop rapide dans le vide énorme du monde extérieur. Hein, voilà. Alors là aussi, je peux te donner qu'une réponse très, très personnelle. Enfin, très personnelle. Non, je pense que la réponse générale doit être un peu la même pour toutes les mères. Ce serait que notre enfant soit heureux et devienne un adulte heureux. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met sous le mot heureux? C'est ça qui est très certainement très différent, puisqu'il s'agit de ce que chaque mère se fait comme idée du bonheur. Alors il y en a pour qui ça va être d'avoir de l'argent, donc un bon métier, bien rémunérateur pour pouvoir acheter et se faire plaisir avec tout ce que la société propose, y compris les week-ends au ski, tout ce genre de choses. Pour une autre, ça va être plutôt quelque chose dans le sens... si elle-même est artiste, pour elle, un enfant heureux, ça va être qu'il puisse s'épanouir dans un travail et une œuvre artistique. Donc ça, c'est ce que chaque parent, les mères et les pères aussi certainement, projettent donc sur leur enfant. Il faut savoir qu'il y a toujours une part, bien sûr, d'eux-mêmes, de ce qu'eux-mêmes ont été et de ce qu'ils ont raté. Et, voilà, j'y pense avec ma fille aînée qui est devenue passionnée de cheval. Ça fait partie des choses que j'aurais toujours aimé faire et que je n'ai jamais réussi à faire. Voilà, donc je ne sais pas comment, mais il est clair que j'ai transmis cette envie-là à ma fille et puis qu'elle l'a réalisée et puis c'est très bien comme ça. Quand je parle de transmission, c'est pas obligatoirement un défaut, ça devient un défaut quand ça devient un carcan. Hein, et à ce moment-là, heureusement, les enfants arrivent plus ou moins à s'en débarrasser pour arriver à découvrir ce qui leur fait vraiment plaisir à eux-mêmes. Mais c'est aussi, je crois que le désir des parents est très porteur dans la constitution de ce que devient l'enfant. Et heureusement qu'il est là. Voilà, donc quel peut être le souhait d'une mère? Que son enfant soit heureux, certainement, et le soit durablement. Mais maintenant, les moyens d'accéder à ce bonheur, alors là, c'est tout à fait l'affaire de chacun. Non, en fait, là, oui, je dis